Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale journalisme de non-investigation. Et je vais prendre deux exemples, un exemple venant du Québec et un exemple venant de la Belgique, pour vous montrer à quel point les journalistes ne font pas leur travail, mais il y a quand même des lueurs d'espoir, comme vous allez le voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, c'est la conversation numéro 59 et nous sommes le 12 octobre 2020. Ça va être une conversation du lundi très très courte parce que j'ai énormément de travail. On est en train de peaufiner le réseau social privé et hyper sécurisé que vous aurez l'occasion de découvrir cette semaine. Alors, ce ne sera pas aujourd'hui, lundi 12 octobre 2020, mais ce sera dans la semaine du 12 octobre et j'aurai l'occasion de revenir vers vous en vidéo et par courriel pour vous inviter à rejoindre massivement ce réseau social qui vous offrira toute une série de garanties qui ne vous sont plus offertes du tout, ni par Facebook, ni par les autres réseaux sociaux. Pardon. Voilà, je suis bien fatigué là aujourd'hui. Et je suis aussi en train de travailler, donc vous voyez, je suis entouré de documentation actuellement parce que je suis en train de préparer l'Académie de la santé intégrale dont j'ouvre les ventes normalement le 19 octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et j'avais juste envie j'ai déplacé ma caméra de telle sorte que vous puissiez constater par vous-même que lorsque je prépare un programme de formation, ça fait quand même 31 ans que je suis formateur professionnel, lorsque je prépare une conférence, lorsque je prépare une vidéo, lorsque je prépare une intervention, lorsque je prépare un article pour un magazine, eh bien ça, ce sont mes références. Vous voyez, ce sont mes références. C'est pas Wikipédia, comme la plupart des journalistes le font lorsqu'ils veulent décrypter ou critiquer les informations mensongères des conspirationnistes que nous serions ou des menteurs que nous serions. Je trouve ça tellement pitoyable que des gens d'une ignorance crasse en matière de santé, en matière d'immunologie, s'improvisent du jour au lendemain débunkers, fact-checkers, alors qu'ils n'ont pas lu une seule ligne d'un livre qui leur explique de façon précise ce que c'est un système immunitaire, ce que c'est un virus, ce que c'est un microbe. Comment ça fonctionne la vaccination. Mais ces gens-là, dont la seule référence, c'est les discours de la santé publique, la propagande médiatique qui est complètement financée par les compagnies pharmaceutiques, de façon directe ou de façon indirecte, ces gens-là, ces ignares, se permettent de critiquer des gens comme nous, qui avons pris la peine depuis 35 ans de nous coltiner des centaines de bouquins, des milliers de références scientifiques avant d'affirmer quelque chose. Vous voyez? Donc, quand la médiocrité essaye de salir l'excellence, il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour la démocratie. D'autant plus que nous qui faisons un travail de réinformation où nous citons nos sources, où la plupart d'ailleurs du temps, ce que nous faisons, c'est prendre comme source les informations venant des médias mainstream. C'est-à-dire qu'en fait, des gens comme Silvano Trotta, des gens comme Alexis Cossette-Trudel, des gens comme moi, nous allons chercher dans les médias mainstream des déclarations, mais ce que nous faisons et que les journalistes ne font pas, c'est d'essayer de
comprendre la logique qui sous-tend les déclarations. Ce que nous faisons, que les journalistes ne font pas, c'est d'aller voir quels sont les conflits d'intérêts des personnes qui prennent la parole. Ah, les journalistes sont très très rapides pour dire que des gens comme Jean-Jacques Crèvecoeur, comme Alexis Cossette-Trudel, comme Silvano Trotta, comme Tal Chaler, comme Thierry Casanova, comme Emma Cruzy, comme Salim Laibi, comme Chloé Framery et tous les autres ont un intérêt personnel à tenir le genre de discours parce qu'ils veulent surfer sur la vague du Covid-19 pour vendre leurs formations, pour vendre leurs livres, pour vendre leurs chaussures dans leur boutique, etc. Mais pourquoi vous n'avez pas le même réflexe, les amis, quand c'est une Karine Lacombe qui prend la parole de façon régulière parce qu'elle a squatté complètement les plateaux de télévision depuis des mois et des mois? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le même travail qui est pourtant tellement facile à faire? Il suffit d'aller voir quels sont les conflits d'intérêts des gens qui prennent la parole. Mais ça, vous ne le faites pas. Il y a juste ceux qui défendent des informations qui ne vont pas dans le sens de la pensée dominante, de la pensée unique. Et en plus, vous les journalistes, vous osez dire que les conspirationnistes, les théoriciens du complot, les complotistes, les covidios, les caves, les imbéciles sont un danger pour la démocratie. Ça, il va falloir que vous m'expliquiez un jour en quoi nous, qui tenons un discours différent de la pensée dominante qui est imposée à l'ensemble de la population avec des mensonges et de la propagande depuis 8 mois, il faudra que vous m'expliquiez un jour en quoi nous sommes un danger pour la démocratie. Moi, je croyais que la démocratie, vous voyez, mais je suis peut-être un peu limité, je suis d'accord, mais je pensais que la démocratie, c'était un lieu où il était possible d'avoir un débat contradictoire. Est-ce que vous en avez vu des débats contradictoires dans les colonnes de vos journaux? Est-ce que vous avez vu des débats contradictoires dans les studios de radio que vous squattez et où vous n'avez invité pratiquement que des médecins ou des scientifiques qui n'ont jamais vu un patient de près et qui sont perclus de conflits d'intérêts? Est-ce que vous en avez vu beaucoup de débats contradictoires sur les plateaux de télévision depuis 8 mois? Est-ce que vous avez au moins donné la parole à des gens qui avaient peut-être une autre vision, une autre explication de ce qui était en train de se tramer et des intentions réelles qui étaient derrière ce confinement décrété au niveau mondial, alors que ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la médecine? Est-ce que vous avez pris la peine de réfléchir un instant à ce que c'est réellement la démocratie? Est-ce que vous trouvez normal, dans une démocratie, que ceux qui ont une opinion différente se fasse systématiquement censurer, alors que ceux qui roulent dans le même sens que les médias dominants ne sont jamais censurés, ni par Facebook, ni par YouTube, ni par Twitter, ni par autre réseau social? Vous trouvez ça normal dans une démocratie que les gens qui ne pensent pas de la même façon soient systématiquement cloués au pilori? Alors, je voudrais quand même dédier cette conversation du lundi à un des journalistes que j'ai trouvé les plus actifs dans la diffamation, dans les injures, dans les qualificatifs extrêmement grossiers. Et il n'en est pas à son premier coup d'essai. Moi, je nomme Richard Martineau. Alors, mon petit Richard, on va se tutoyer, parce que le niveau de respect que tu as eu vis-à-vis de moi déjà en 2009, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en 2009, j'étais déjà l'emmerdeur de service qui dénonçait les conflits d'intérêts qui étaient en train d'influencer les décisions au niveau de l'OMS et au niveau des instances de santé publique. J'étais déjà
l'emmerdeur de service en 2009 qui avait dénoncé l'existence de la loi de santé publique dont aucun journaliste ne connaissait même l'existence. Et ce serait intéressant de voir si toi, tu as connaissance de ces articles de la loi sur la santé publique, les articles 118 à 128, si mes souvenirs sont bons, mais en tout cas certainement l'article 123 et l'article 126. Tu iras faire tes devoirs de journaliste, puisque tu t'es vanté d'être un journaliste qui était bien payé et tu raillais, tu te moquais d'Alexis Cossette-Trudel qui, lui, n'avait pas de salaire pour faire le travail qu'il faisait, sauf que lui, il fait un vrai travail de journalisme. Toi, tu as été le larbin au service du gouvernement pendant 8 mois. Tu as même été le larbin de service au service du gouvernement depuis des années et des années. On appelle ça, dans mon langage à moi, un lèche-cul. Voilà. Et tout à coup, le 11 octobre 2020, toi, Richard Martineau, qui nous a traités pendant toute cette pseudo-pandémie de covidio, d'imbéciles, d'irresponsables, qui nous a rendus responsables du fait que nous sommes en train de connaître une recrudescence des cas positifs ici au Québec parce que nous avons organisé des manifestations depuis le mois d'avril. Écoute Martineau, si vraiment nous avions été responsables de la recrudescence de cas positifs, d'hospitalisation et de mort, on aurait dû voir cela depuis le mois de mai. Parce que, je ne sais pas si tu es au courant, mais depuis le mois de mai, nous faisons des manifestations ici au Québec. Et les manifestations ont été de plus en plus nombreuses. Tu te souviens de ça? Au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Et comme la maladie était supposée avoir un temps d'incubation de 10 à 14 jours, il aurait fallu normalement observer en mai, en juin, en juillet, en août, une explosion des cas positifs, une explosion des hospitalisations, une explosion des morts en mai, en juin, en juillet et en août et en septembre. Est-ce que ça te ferait mal aux doigts d'aller taper sur ton clavier Institut national de la santé publique du Québec, INSPQ. Ça va? C'est assez facile pour toi là? T'es pas assez idiot pour être capable de faire ça? Va voir le nombre de morts. Va voir le nombre d'hospitalisations depuis le mois de mai, alors que nous faisions des manifestations qui ont réuni jusqu'à 50, 70 000 personnes, sans distanciation sociale, sans masque, où on s'est fait des câlins. Moi, j'ai embrassé des centaines et des centaines de personnes que je ne connaissais pas. Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis contaminé? Est-ce que je suis contaminateur? Non, parce que cette contamination, elle est terminée depuis plusieurs mois. Mais toi, tu as continué à taper sur les covidios, les conspirationnistes, les complotistes. Tu nous as singés de façon tellement pitoyable, Richard Martineau. Et là, le 11 octobre 2020, tu te réveilles. Tu te réveilles et tu te dis « Merde! Est-ce que j'aurais pas été la marionnette du pouvoir qui a mis le Québec en situation de désastre économique, de désastre psychologique, avec un taux de suicide qui est en augmentation permanente depuis le mois de mars? Est-ce que tu es conscient, Martineau, que tu as été complice d'une opération de propagande dont le but était de mettre le peuple québécois en état de sidération et en état de faillite et en état de traumatisme collectif dont les séquelles et dont les répercussions se mesureront pendant des dizaines d'années? Est-ce que tu te rends compte que tu as été collabo du système? Ben, ça a l'air que ça commence. Et pour ça, je vais quand même te féliciter. Je vais te féliciter pour ton honnêteté. Parce que après nous avoir traité de covidio, alors qu'en fait
l'idiot du village, c'était toi, c'était pas nous. Là, tout à coup, tu découvres qu'il y a peut-être eu une magouille au niveau du gouvernement. Waouh! Il t'a fallu 8 mois pour ça. Alors, c'est un article du Journal de Montréal, dont je vous laisse les coordonnées sous cette vidéo et que je vous invite à aller lire. Et c'est un article, je l'ai aussi noté parce que je sais que les articles en ligne sont très souvent modifiés au fur et à mesure. Donc, je vous mets la version du dimanche 11 octobre, 10 h du matin. Alors, c'est un article qui s'intitule « Un oubli inexplicable ». Et pour faire une petite mise en contexte, Richard Martineau n'est pas à l'origine de cette information, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Pascal Bérubé, qui est l'ex-chef intérimaire du Parti québécois, qui a demandé une enquête publique sur la gestion de la crise. Et Pascal Bérubé a demandé, est-ce qu'il serait possible de voir les comptes rendus écrits de toutes les conversations, de toutes les réunions qui ont eu lieu entre le directeur national de la santé publique, notre cher Horacio Arruda, et le Premier ministre du Québec, François Legault. Et en fait, on a répondu à Pascal Bérubé, sans rire, qu'il n'y avait aucune trace écrite d'aucune réunion décisionnelle depuis le mois de février 2020 à propos de la gestion de la crise. Alors tout à coup, Martineau se réveille. Ah ben oui, hein, il n'est pas trop tard pour sortir de son idiotie et de son endormissement et de l'hypnose dans laquelle tu étais, notre Richard. Alors j'espère que ça va aussi arriver à des gens comme Denise Bombardier, j'espère que ça va arriver aussi à des gens comme Mario Dumont, j'espère que ça va arriver aussi à des Patrick Lagacé et tous les autres journalistes qui ont été complices d'un terrorisme intellectuel que nous avons dénoncé depuis des mois, où vous nous avez tous les jours, terrorisés avec les chiffres des cas et les chiffres des morts. Vous nous avez trompés. En tout cas, vous avez été trompés vous-même par votre paresse intellectuelle. Parce que vous n'avez jamais fait votre travail de journaliste. Vous n'avez jamais été gratté le moindrement pour voir si ce qui était dit ou ce qu'on vous demandait de dire dans les médias était conforme à la vérité. Vous n'avez jamais été gratté pour voir si les gens qui prenaient la parole n'étaient pas pris par des conflits d'intérêts et pas payés par des organismes comme l'Organisation mondiale de la santé ou des organismes comme la fondation Bill et Melinda Gates. Tu vois, Martineau, c'est ça que tu aurais dû faire il y a 8 mois si tu avais été un bon journaliste et si tu avais voulu justifier ton salaire dont tu t'enorgueillissais pendant que tu raillais Alexis Cossette-Trudel qui, lui, est obligé de fonctionner avec des dons. Mais tu vois, la différence, c'est qu'il y a des gens qui donnent volontairement de l'argent à Alexis Cossette-Trudel, alors que toi, tes médias, sont soutenus avec nos impôts parce que vous êtes en situation de mort artificielle. Vous êtes maintenu en vie artificiellement parce que sinon vous êtes mort. Vous êtes déjà mort au niveau cérébral et vous êtes presque mort sur le plan physique. Et tu as encore le culot de venir te vanter du fait que tu as un salaire alors que ce salaire est payé par nos impôts. Et avec nos impôts, qu'est-ce que tu fais? Tu craches sur les gens qui, bénévolement, essayent de faire un travail de contrepoids par rapport à ce travail de propagande que tu es en train de faire. Alors, je lis quelques extraits de ton article, Martineau. Un oubli inexplicable. Les bras m'en tombent.
Vraiment, j'hallucine. Jamais dans l'histoire du Québec, un gouvernement n'a pris des décisions qui ont un tel impact sur notre vie de tous les jours. Jamais. Tu te rends compte de ça maintenant? Il t'a fallu 8 mois pour te rendre compte de ça? Et il n'y a rien d'écrit, aucun procès verbal des discussions entre le Premier ministre et le directeur de la santé publique. Tout se fait verbalement. Incroyable. Ben oui. Mais tu vois, si on avait eu des journalistes qui auraient fait leur vrai travail, on n'aurait pas été dans la merde aujourd'hui comme on l'est. Tu vois? Alors tu nous expliques que tu viens de déménager, ta femme et toi, dans un complexe regroupant une vingtaine de condos, pour les Français, les Belges, etc. Les condos, c'est des appartements, des blocs appartements. Et tu nous expliques que dans la réunion annuelle, vous avez lu le procès-verbal de la dernière réunion et il y avait quelqu'un pour noter toutes les décisions de la réunion et que ce procès-verbal va vous être envoyé dans les prochains jours. Et tu dis, on parle ici d'une réunion de propriétaires de condos. Et vous me dites qu'il n'existe aucune trace écrite des discussions qu'ont eues le Premier ministre et le directeur de la santé publique pendant la plus importante crise que le Québec a connue? Vous voulez rire de moi? Eh bien oui, ils ont ri de toi, Richard. Et il serait temps que tu t'en rendes compte parce que là, tu ne fais qu'ouvrir les yeux sur un petit détail. Mais quand tu vas accepter d'ouvrir tes yeux complètement, tu vas te rendre compte qu'ils n'ont pas seulement fait rire de toi, ils se sont bien foutus de ta gueule et ils se sont servis de toi pour terroriser les Québécois. Tu vois, c'est ça qui s'est passé, Martineau. Alors, je salue le fait que tu es en train de te réveiller, mais tu te réveilles, allez, on va dire 6 mois trop tard, parce que je veux bien, tu n'avais peut-être pas les informations que moi j'avais dès le mois de février pour dire qu'il nous refaisait le coup d'une pseudo-pandémie. Et au début, j'ai été critiqué par tout le monde, y compris par les membres de mon équipe qui m'ont dit « Jean-Jacques, tu vas trop loin, ce n'est pas une pseudo-pandémie ». Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques, de plus en plus de médecins disent que ce n'était pas une pandémie, que c'était une pseudo-pandémie, qu'au pire, c'était une épidémie de grippe que l'on a maquillée comme une pandémie de Covid-19, alors qu'en réalité, on n'a pas beaucoup plus de symptômes que les symptômes d'une grippe ordinaire. Donc, je veux bien qu'au début, tu as cru au discours officiel, mais avec ton salaire dont tu te vantes là, ça ne te tentait pas de creuser un petit peu plus loin et de te demander pourquoi tous les pays du monde, ou pratiquement tous les pays du monde, se sont alignés sur les mêmes consignes de confinement? Ça ne t'a jamais passé à travers l'esprit de savoir, mais est-ce que le confinement, c'est déjà quelque chose qui s'est fait dans l'histoire de la médecine? Tu te sais rendu compte que non, ça ne s'est jamais fait. Est-ce que tu n'as jamais pris le temps de dire, tiens, j'aimerais inviter des gens qui ne parlent pas le même langage que le gouvernement. Tiens, j'aimerais donner... tu le dis toi-même dans ton article, que tu aimes cuisiner tes invités. Est-ce que tu veux bien m'inviter pour me cuisiner, Martineau? J'ai plein de choses à t'annoncer. J'ai plein de choses à t'apprendre. Est-ce que tu voudrais bien inviter Alexis Cossette-Trudel et le cuisiner? On va vraiment se marrer. Tu vois, parce que je vais te lire par la suite une lettre que j'ai envoyée à un journaliste qui m'a demandé une interview. Tu vas voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais je continue la lecture de ton article. Mais je suis vraiment très content que tu commences à ouvrir les yeux. Mais je te demande juste une chose, Richard. Ne les referme pas. Parce que tu ne viens que de découvrir le tout début d'une conspiration et d'un complot mondial contre la population. Tu vois, les complotistes ne sont pas ceux que tu crois, mais il y a des comploteurs, il y a des gens qui complotent pour mettre par terre l'économie mondiale. Il y a des gens qui complotent pour mettre la population en état de choc. La stratégie du choc de Naomi Klein, je te le recommande comme livre de chevet pour les prochains jours. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas comprendre que toi aussi, tu as été le complice
d'un monde et d'un futur dans lequel tes propres enfants, tes propres petits-enfants, je ne sais pas si tu en as, des enfants ou des petits-enfants, ou les enfants de tes collègues journalistes, vont vivre dans un régime totalitaire. Et tu pourras te dire que tu auras été le complice involontaire, je vais te laisser le bénéfice du doute, mais tu as été le complice involontaire à cause de ta paresse intellectuelle ou à cause du fait que tu as été trop bien payé pour ne dire que des choses qui étaient acceptables. Parce que tu vois, nous qui disons des choses inacceptables, on se fait censurer par YouTube, par Facebook. On se fait traiter de tous les noms. On se fait traiter de covidio par des gens comme toi. Tu vois, Richard, les dégâts que tu es en train de faire, dont tu es responsable. Alors maintenant, tu dis... Désolé, mais moi je veux savoir ce que le docteur Arruda proposait à M. Legault lors des rencontres qu'ils ont tenues ces derniers mois et ce que M. Legault a choisi d'écarter et pour quelles raisons. Mais, excellente question, Richard, mais 6 mois trop tard. Et comment se prenaient les décisions? Sur quelle base? Ça, c'est la bonne question. Sur quelle base ont-ils pris ces décisions? Tu vois, nous, on passe notre temps à présenter des articles scientifiques, mais malgré tout, on se fait traiter de conspirationnistes, de théoriciens du complot. Mais quand Arruda vient nous dire « Le port du masque est non recommandé et même dangereux pour la santé », et puis quelques mois plus tard, il nous dit « Le port du masque est tout à fait recommandé et même obligatoire ». Ça n'allume pas des lumières dans ton esprit? Est-ce qu'il reste quelques neurones dans ton esprit critique de journaliste que tu es supposé être pour te demander « Mais Arruda, bordel de merde, montre-moi tes études qui disent que le port du masque est absolument contre-indiqué. Et montre-moi tes études qui, 6 mois plus tard, disent que le port du masque est absolument obligatoire et recommandé. » Est-ce que un seul journaliste bon sang, lors des points de presse quotidiens, a eu le courage, une fois, de leur demander « Dites donc, pouvez-nous montrer les études sur lesquelles vous vous basez pour prendre vos décisions qui sont en train de mettre tout le Québec par terre ?» Et là, je parle du Québec, là. Mais je pourrais parler de tous les pays qui ont adopté les mêmes consignes. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce travail? Pourquoi est-ce que vous, les journalistes, vous n'avez pas fait ce travail? Et là, tu te réveilles tout à coup en disant, sur quelle base est-ce que vous avez pris les décisions? Sur des bases politiques, sur des bases de corruption, sur des bases où ils ont été achetés par l'OMS. J'accuse aujourd'hui le docteur Arruda, j'accuse le Premier ministre Legault, j'accuse tous les gens de la santé publique de s'être laissés corrompre par la fondation Bill et Melinda Gates. J'accuse ces gens d'avoir été corrompus par l'Organisation mondiale de la santé. Je les accuse. Et ce serait à toi maintenant et à tes collègues journalistes de faire une enquête approfondie pour savoir qu'est-ce qui a été leur motivation à nous imposer des choses qui sont en train de nous tuer. Que proposait le directeur de la santé publique? Présentait-il un éventail de mesures au Premier ministre? Mais non, évidemment. Ils nous ont fait croire qu'il n'existait aucun remède contre le Covid-19, alors qu'il en existe des dizaines de remèdes contre le Covid-19, et pas uniquement l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine et le zinc. Il n'y a pas que ça. Il y a l'ozonothérapie, il y a la vitamine C, il y a l'artémisia annua, et toute une série d'autres remèdes qui ont été testés, qui ont été utilisés par des médecins de terrain, qui ont sauvé leurs patients. Ah mais non, il n'existait rien, on attend le vaccin. Combien de millions de dollars est-ce que Arruda et Legault ont reçu pour nous tenir ce genre de discours? Je pose la question, et tu ferais bien de trouver la réponse, toi, journaliste, payé par nos impôts. Si oui, lesquelles? Quelles mesures ont été proposées? Vous êtes en train de me dire qu'il n'existe aucune trace écrite de toutes ces discussions. Je le répète, j'hallucine. Il me semble que c'est la moindre des choses. On parle ici de réunions et d'échanges d'une importance capitale, pour ne pas dire historique. Pascal Bérubé, ex-chef intérimaire du PQ, donc PQ, c'est pas le papier toilette, hein, c'est le Parti québécois, demande une enquête publique sur la gestion de la crise. Je l'appuie à 100%, mais bon sang, mais c'est vous les journalistes, vous le quatrième pouvoir qui aurait dû faire ça il y a plusieurs mois de cela.
Pas parce que je n'ai pas confiance en messieurs Legault et Arruda. Bon là, tu te ménages encore une petite porte de sortie. Mais parce que je veux savoir comment ont été prises les décisions qui, depuis 7 mois, ont un impact direct sur ma vie, sur celle de ma mère et celle de mes enfants. J'ai le droit de savoir. Nous avons le droit de savoir. On est rendu à 6000 morts. Ben oui, 6000 morts sur à peu près combien? 8000 morts au Canada, 6000 morts rien qu'au Québec. Jusqu'où la santé publique menait la politique par le bout de nez? Comment expliquer cette volte-face incompréhensible sur le port du masque? Ben oui, c'est une question qui serait peut-être intéressante de poser, mais est-ce que tu te souviens que c'est fin juillet qu'on nous a imposé le port du masque? Tu as dormi depuis 2 mois et demi, Richard? Tu ne t'es pas posé la question depuis 2 mois et demi? Pourquoi est-ce que le 18 juillet, on nous a imposé le port du masque alors que jusqu'au 18 juillet, alors qu'à ce moment-là, il y avait des morts? On ne nous imposait pas le port du masque, au contraire, on nous le déconseillait. Et toi, il t'a fallu 2 mois et demi pour te poser la question? Wow, tu dors au gaz là? Merde! Pourquoi n'a-t-on pas interdit les déplacements de personnel dans les CHSLD? Alors je te demande solennellement, Richard Martineau, de nous inviter, Alexis Cossette-Trudel et moi-même, et peut-être d'autres, comme Denis Rancourt, et d'autres qui ont fait un travail d'information que tu n'as pas fait depuis des mois. Invite-nous à ton émission. Et ce que je te demande aussi, c'est d'aller plus loin dans le trou du lapin, comme Alice au pays des merveilles. Là, tu es en train de commencer à entrouvrir les yeux en disant « Ah, merde ! Le Québec est en état de faillite. Le taux de suicide est déjà passé au Québec de 3 suicides par jour à 4,3 suicides par jour. Le taux de suicide des enfants de 10 à 14 ans est en train d'exploser. Parce que des gens qui ne veulent pas se faire condamner, des gens qui ne veulent pas se faire poursuivre, n'ont laissé aucune trace écrite. Donc si tu veux l'explication, moi je te la donne gratuitement. Je ne suis pas payé moi pour ça. La raison pour laquelle il n'y a aucune trace écrite des délibérations entre Arruda et Legault, c'est parce qu'ils ne veulent pas être poursuivis, ils ne veulent pas qu'on prouve qu'ils étaient de mauvaise foi. Parce que je t'invite maintenant, Richard, à aller relire les articles 123 et 126 de la santé publique, la loi de santé publique. Et tu verras que le Premier ministre, le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique et tous les autres qui ont participé à la gestion de la crise ne peuvent pas être condamnés pour les décisions qu'ils ont prises, sauf si on peut prouver qu'ils étaient de mauvaise foi. Est-ce que si tu vas lire les articles 123 et 126, tu vas comprendre pourquoi il n'y a aucune trace écrite des échanges entre Arruda et Legault. Ça va? Tu veux encore quelques indices? Je te les offre, c'est gratuit. Bon. Ce serait bien que tu enquêtes sur la signification de l'épinglette que Horacio Arruda a arboré avec beaucoup de fierté pendant tous les points de presse quotidiens depuis le mois de février, depuis le mois de mars 2020. Enquête sur cette petite épinglette. C'est l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies. Enquête de façon approfondie et tu verras que ce qui se cache derrière, c'est le projet des mondialistes, c'est-à-dire ceux que moi j'ai rebaptisés la minuscule minorité de psychopathes milliardaires qui veulent contrôler les 17 sphères principales qui impactent la vie des êtres humains sur cette terre en les contrôlant de A jusqu'à Z. Et tu feras partie de ceux qui seront contrôlés. Tu es déjà dans ceux qui sont contrôlés. Tu es bien plus contrôlé que moi aujourd'hui. Mais si tu te demandes pourquoi des gens comme Arruda et Legault ont mis le Québec par terre, c'est parce qu'ils ne sont pas au service du peuple québécois.
désolé de t'ouvrir un petit peu encore plus les yeux. Ils sont au service de leur maître. Et Arruda le dit de façon très claire en arborant sa petite épinglette de l'agenda 2030. Ils sont au service des mondialistes. Alors, qu'est-ce qui les a motivés à mettre par terre le Québec dans son entièreté? Cherche et tu trouveras. Mais follow the money, comme on le dit, hein? Suis l'argent, suis la trace de l'argent, et tu verras pourquoi tout à coup des décisions ont été prises, énormément d'argent ont été débloqués pour des compagnies pharmaceutiques. Tu sais, les enveloppes brunes pour les travaux de la construction, c'est rien du tout, c'est peanut par rapport aux enveloppes vertes de la santé publique. Mais ça, il n'y a personne qui touche à ça. C'est trop chaud, c'est trop dangereux, y compris pour toi. Donc, si tu pouvais maintenant, Richard Martineau, faire le travail que tu aurais dû faire depuis le mois de mars 2020 pour justifier le salaire que tu reçois, ce serait très apprécié, je pense, par les Québécois. Et si tu pouvais inciter tes collègues journalistes à faire de même et à commencer à faire du vrai travail de journalisme d'investigation, ce serait vraiment très très bien. Et pour terminer, je vous fais la lecture. Là, je m'adresse maintenant à vous, mes amis. Je vous fais la lecture d'une lettre que j'ai envoyée à un journaliste de RTL TVI, qui est une chaîne de télévision belge. RTL, ça veut dire Radio-Télévision Luxembourgeoise, mais qui est implantée en Belgique. Et vous allez voir maintenant que nous, les lanceurs d'alerte, nous ne sommes plus en position défensive, nous sommes en position offensive. Alors, je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, alors une petite lecture pour la route et pour terminer cette conversation du lundi. C'est un journaliste donc de RTL TV, comme je viens de vous le dire, qui m'a contacté il y a quelques jours disant « Bonjour Monsieur Crèvecoeur, dans le cadre de l'émission télévisée Tout s'explique sur RTL TVI en Belgique, nous réalisons un reportage sur la désinformation. » Je me demandais s'il était en train de faire un reportage sur lui-même ou sur la télévision. Et puis il dit « Nous souhaiterions réaliser une petite interview en visioconférence avec vous pour nous expliquer ce qui motive vos avis contre les vaccins ou contre les médias mainstream. N'hésitez pas à me répondre sur mon email professionnel pour toute question. Cordialement, Philippe Courteil. » Voilà, je crois que c'est Philippe Courteil. Enfin, P. Courteil en tout cas. Donc, vous savez, beaucoup de gens ont peur des médias et sont très souvent sur la défensive en disant « Ouais, j'ai envie qu'on parle de moi » ou « J'ai envie d'être vu » ou « J'ai envie d'avoir plus de visibilité grâce aux médias », mais en même temps, est-ce que je ne dois pas me méfier un petit peu? Quelles sont les intentions de ces journalistes? Vous savez, Chloé Framery vient d'en faire les frais avec une série de 7 émissions contre elle où un partisan de la cause s'est infiltré pendant 2 mois avec caméra cachée et même caméra non cachée, soi-disant parce qu'il voulait soutenir Chloé en Suisse au niveau de son action au niveau fédéral, au niveau des masques, au niveau de la désinformation, etc. Alors qu'en réalité, c'était un coup monté pour la discréditer et pour la salir. Et je tiens à redire tout mon soutien vis-à-vis de Chloé, qui fait un travail de lanceuse d'alerte depuis 8 ans, elle aussi de façon complètement bénévole. Et là, elle en prend plein la gueule ces derniers temps. Et donc, Chloé, tu as tout mon soutien, sache-le très clairement. Donc,
quand on est interviewé par un journaliste, hein, c'est arrivé aussi à Thierry Casanova, c'est arrivé à plein d'autres personnes qui acceptaient de recevoir des journalistes en disant ouais, je ne sais pas s'il va être favorable ou pas, et puis finalement dans une interview, très souvent, on coupe énormément de choses, on reprend quelques phrases où on fait des montages totalement dégueulasses et puis on fait passer les gens qu'on a interviewés soi-disant avec les bonnes intentions, on les fait passer pour des idiots, des imbéciles, etc. Bien. J'ai moi-même fait les frais de ce genre de manipulation depuis de très très nombreuses années et donc j'ai appris maintenant à traiter les journalistes de façon beaucoup plus musclée. Et je ne suis donc plus en situation de défensive ou de méfiance, je suis en position d'attaque. Et voici ce que j'ai répondu à ce cher monsieur Courteil de RTL TVI. J'ai dit: bonjour monsieur Courteil, mon assistante a bien reçu votre courriel qu'elle m'a transmis immédiatement. Ma première réaction fut: enfin un média mainstream qui s'adresse à moi directement. Car je ne compte plus les articles de journaux et les émissions de télévision, plus nauséabonds et diffamatoires les uns que les autres, qui me présentent sous des jours on ne peut moins flatteurs. Et je ne vous cache pas que je m'en contrefiche totalement. Ma deuxième réaction fut: ah, quelle est l'intention de ce monsieur Courteil? D'après mes amis belges, je sais que RTL TVI a consacré déjà au moins 2 émissions dans lesquelles j'étais cité, dont l'une où j'ai été présenté comme, je vous cite, le summum de l'irresponsabilité. Donc, votre intention est-elle, une fois de plus, d'essayer de ternir ma réputation, de me lyncher médiatiquement en utilisant vos procédés malhonnêtes tellement éculés? Ou votre intention est-elle de, pour une fois, rééquilibrer quelque peu un débat qui n'a été que dans un seul sens pendant ces 8 mois de pseudo-pandémie, question qui reste sans réponse? Ma troisième réaction est: si vous n'avez pas froid aux yeux, monsieur Courteil, si vous êtes prêt à courir le risque de m'interviewer, je suis votre homme. Mais vous avez intérêt à bien vous préparer et bien vous accrocher. En 2009, lorsque je me suis battu contre cette campagne de pseudo-pandémie H1N1, j'ai fait tous les plateaux de TV mainstream ici au Québec, en étant confronté systématiquement à des médecins ou au ministre de la Santé. Je les ai tous massacrés et ridiculisés, alors que l'intention des journalistes était de me discréditer. J'ai fait des centaines d'émissions de radio depuis 1992 et je connais très bien les méthodes manipulatoires de médias mainstream. Donc, j'accepte votre invitation. Et je vous informe que j'enregistrerai de mon côté l'intégralité de notre entrevue, ce qui me permettra, le cas échéant, de produire par la suite une émission pédagogique sur comment manipuler une entrevue pour faire passer l'invité pour un imbécile. Si vous êtes honnête avec moi, je le serai avec vous. Mais si vous manquez à la déontologie élémentaire que l'ensemble de votre profession semble avoir oubliée, je ne vous raterai pas. Dans l'attente de vous lire et de fixer un rendez-vous avec vous, je vous prie de recevoir mes salutations déterminées. Jean-Jacques Crèvecoeur, et je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Eh bien, ça fait maintenant, attendez, je vais vous dire quand est-ce que j'ai envoyé ce courriel. Donnez-moi un instant. Et voilà, j'ai envoyé ce courriel le 5 octobre. Nous sommes le 11 octobre et c'est Silence Radio. Enfin, je devrais dire Silence TV. Mais vous voyez, c'est comme ça maintenant que nous devons traiter les journalistes qui manquent totalement à la déontologie. Vous voulez m'interviewer? Parfait, c'est très bien. Sachez que je vais enregistrer. Donc je ne vous prends pas en traître, messieurs les journalistes et mesdames les journalistes. Je n'utilise pas les méthodes que vous utilisez en venant à mes conférences ou à mes séminaires. Ça, c'était à l'époque où je donnais encore des conférences et des séminaires dans des salles physiques avec des caméras cachées et puis venir sortir des extraits d'un séminaire de 7 heures, un extrait de quelques secondes pour me faire passer pour un imbécile.
Et pour faire croire que Crèvecoeur a dit que avoir un cancer c'est génial, alors que c'est même pas ça que je dis dans l'extrait de la vidéo. Mais voyez, c'est tellement petit comme procédé que je ne m'abaisse pas à ce genre de procédé. Par contre, je préviens, on va travailler à armes égales. Vous enregistrez, j'enregistre. Mais sachez que si vous me faites passer pour un imbécile, moi je vais faire une émission pédagogique derrière sur comment un journaliste fait passer un invité articulé pour un imbécile. Voilà. Ça m'étonnerait que M. Courteil prenne contact avec moi et prenne le risque de faire ce qu'il avait l'intention de faire. Parce que quand il veut que je m'explique sur pourquoi est-ce que je suis contre les vaccins ou pourquoi est-ce que je suis contre les médias mainstream, c'est clair que dans une interview de 30 minutes, il est possible d'aller extraire une phrase qui va me faire passer pour un imbécile et pour un con. C'est le même procédé que Aude What the Fake a utilisé pour débunker une vidéo de 1h15, donc 75 minutes, et elle a pris exactement 1 minute de discours sur 75 minutes de la conversation du lundi numéro 34 pour me faire passer pour un menteur selon le principe, ça c'est un principe qui est superbement intelligent, Aude. Le principe c'est que si on parvient à débunker et à contredire un extrait du discours de quelqu'un, cela veut dire, par extension, que tout le discours ne vaut rien. Donc, il suffit de trouver un extrait d'1 minute où il n'y a pas de, je dirais, de source, ou que les sources sont fausses. Eh bien, si on trouve 1 minute de discours qu'on peut contredire, ben, ça veut dire qu'on peut contredire les 75 minutes de discours. Bravo. Ça, avec des débunkers comme ça, c'est sûr que vous êtes, on est bien parti pour entrer en dictature parce que c'est pas eux qui vont vraiment remettre en question les véritables choses qui doivent être remises en question. Voilà. Alors, donc, restez bien attentifs cette semaine, donc cette semaine du 12 octobre à l'ouverture du réseau social qui va vous être proposé pour que vous puissiez commencer à recréer un tissu social de solidarité, de soutien, d'entraide entre vous pour faire face, pour faire front et pour se mettre en désobéissance et en résistance par rapport à ce qui est en train de se mettre en place contre nous et de façon de plus en plus violente. Donc, restez attentifs parce que vous allez avoir d'autres vidéos de ma part cette semaine. Vous allez recevoir des courriels et je vais vous inviter à transmettre ces courriels le plus largement possible pour que très très vite nous soyons des dizaines de milliers à travers ce réseau social dont je ne vous révèle pas encore le nom, mais c'est un réseau social qui est prévu pour accueillir des millions de personnes en plusieurs langues. Et c'est là que nous allons pouvoir recréer un tissu social qui nous permettra ensemble de faire front par rapport à cette tentative de mise en place d'un système de contrôle total de la population perpétré par cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Alors, merci de partager le plus largement possible cette vidéo. Merci de l'envoyer aussi à Richard Martineau, parce que je doute que Richard Martineau prenne le temps d'écouter Jean-Jacques Crèvecoeur, ce covidio et cet imbécile. Mais je pense que cette fois-ci, c'est important que Richard Martineau reçoive l'information et m'invite, ainsi qu'Alexis Cossette-Trudel, à une émission où il va nous cuisiner, mais nous aussi, nous allons le cuisiner. Alors, je vous embrasse. À très bientôt et prenez bien soin de vous.